La révélation à la voix, à la personne singulière, présuppose un individu dont l'individualité est tellement forte qu'il peut se rendre lui-même indépendant du collectif et de ses valeurs. Tous les fondateurs d'éthique étaient des hérétiques, puisqu'ils s'opposaient à la révélation de la puisqu'ils opposaient la révélation de la voix aux délivrances de conscience en tant que représentatifs de l'ancienne éthique. La loi psychologique de la relativité des révélations éthiques affirme que la révélation individuelle à l'élite, aux compagnons euh, de l'élite est imposée au collectif et que l'homme collectif alors euh, fait entrer en lui cette loi révélée sous la forme de l'autorité de sa conscience. Alors que, en même temps, toutes ces forces et tendances qui vont contre la révélation sont supprimées et réprimées. Chaque nouveau canon de révélation, c'est-à-dire chaque nouvelle révélation de soi de la voix à un individu, est opposé à la conscience en tant que représentatif de l'ancienne éthique collective. Il est alors inévitable que la révélation éthique délivrée à l'individu créatif sera en avance par rapport au collectif et sera en fait représentera en fait un niveau éthique souvent loin, loin au-dessus de la norme éthique du collectif. Cette antinomie est insoluble. Par l'acte fondateur de l'individu pionnier, le collectif reçoit une loi qui le conduira dans le cours de l'histoire jusqu'à son développement futur, mais qui est actuellement au-dessus de ses moyens. Bien que, aujourd'hui, nous avons atteint un point de non-retour pour l'ancienne éthique, nous devrions nous souvenir combien elle a contribué au progrès humain dans le passé. Nous, nous devrions nous souvenir que, sujet à une restriction pour laquelle nous devons donner des raisons plus tard, elle continue d'être valide même maintenant pour une part considérable de la race humaine. En même temps, les régressions qui défigurent l'histoire du progrès montrent très clairement que l'ancienne éthique, dans sa forme légaliste, fait en réalité des demandes excessives à la majorité des êtres humains. En réalité, les chemins et les moyens qui ont été trouvés pour empêcher les effets négatifs de ces demandes excessives, cependant, les exigences légalistes de l'éthique conduisent inévitablement à un processus désastreux de division intérieure. D'un côté, nous avons la compagnie sélectionnée de ceux pour qui la loi a été donnée par les fondateurs correspond à leur propre nature et leur propre développement éthique. Bien que cette élite
consistent en des hommes médecines, des prêtres, des guerriers, des philosophes ou des saints, ou des prophètes ou des disciples de prophètes. D'un autre côté, nous avons le groupe sur qui le canon de valeur est imposé en tant que loi et qui cependant accepte cette loi, même si il est en réalité euh, en dessous des exigences de cette loi. Et bien que il est vrai de dire que l'élite peut répondre aux besoins, aux exigences du canon éthique sans être blessée en faisant usage des techniques telles que la suppression et le sacrifice, l'ascétisme et la discipline de soi, l'effet des mêmes demandes quand elles sont imposées au collectif ne peut rien être d'autre que catastrophique. C'est le danger qui n'a jamais été suffisamment reconnu. L'élite crée un idéal humain que le collectif reconnaît comme sa plus haute valeur et tente de réaliser en pratique. Mais le collectif qui est fait d'individus ordinaires possède une structure psychique beaucoup plus primitive, dans laquelle les forces mêmes et les tendances mêmes qu'il est supposé surmonter sont particulièrement fortes et actives, bien plus fortes en tout cas qu'elles ne le sont dans l'élite. Le collectif peut en fait seulement se conformer aux exigences de l'ancienne éthique en tant que proclamée par l'élite, en faisant les plus violents efforts s'ils en font. C'est à cette étape que nous observons le processus décrit précédemment, l'identification avec les valeurs éthiques, la formation d'une personnalité de façade et la répression dans l'ombre de tous les composants de la personnalité qui ne sont pas cohérents avec ces valeurs. Cela crée une situation paradoxale. L'individu, dans sa capacité en tant que membre du groupe, est mis avec les valeurs du collectif qui sont maintenant exprimées en termes de nouvel idéal moral. Ceci est collectivement engageant et collectivement reconnu, bien qu'il ait en fait été imposé au groupe par l'action législative de l'éthique et qu'il va contre la nature du collectif. Cela aboutirait à un paradoxe incompréhensible qui est que si ce n'était pas l'élite et la personnalité fondatrice, s'il n'y avait pas l'élite et la personnalité fondatrice de l'éthique, s'il ne représentait pas les stades essentiels vers le développement. Je vais recommencer ma phrase. Cela aboutirait à un incompréhensible paradoxe s'il n'y avait pas l'élite et la personnalité fondatrice qui représentent une étape essentielle dans le développement. Puisque c'est le corps et parce que, pour mentionner seulement un exemple, l'hypothèse de l'autorité judiciaire de l'État et de la communauté représente une avancée en comparaison avec la violence, avec la vengeance qui était une tendance naturelle qui existait chez l'homme de groupe.
pour accepter la loi plus élevée de l'élite. Dans le processus, cependant, il réprime ou ou mieux supprime toutes les tendances de sa nature qui vont contre le nouvel établissement éthique, euh, qui vont contre le nouveau canon éthique. Ce développement est renforcé par par le rigorisme éthique de l'élite qui impose de nouvelles demandes, les demandes de la nouvelle éthique sur le collectif avec la même sévérité que sur elle-même. Cependant, cela peut apparaître servir les intérêts du progrès moral. Je vais recommencer la phrase. Bien que cela apparaisse servir les intérêts du progrès moral, cela peut en réalité renforcer les tendances de scission intérieure dans le collectif à un niveau dangereux. Et la scission intérieure produite par la nouvelle éthique, en retour, donne naissance à la psychologie du bouc émissaire et à une éruption violente du côté réprimé sous la forme d'épidémies de masse. Le problème, donc il y a une note au sujet de l'épidémie de masse, le problème du groupe sous la pression d'un standard moral qui est trop élevé et parce qu'il a toujours existé, mais il était contrebalancé dans les temps précédents par une identité de groupe qui était toujours effective, même quand l'unité du collectif tribal avec son groupe sa responsabilité de groupe originel a cessé d'exister, la commune village et finalement la famille était toujours là pour jouer le rôle du collectif. Le collectif était dans une position où il pouvait assimiler ses membres les plus faibles qui étaient en dessous du niveau culturel d'une période et de ses valeurs. Il était capable de les neutraliser et de prendre soin d'eux sans que cela constitue un problème collectif. L'idiot du village, le fou, continuait à vivre dans la communauté, peu importe que l'identité de groupe constituée par la tribu ou la classe, la commune, le village ou la famille. La situation a continué s'est poursuivie autant que les groupes sont restés petits et qu'une forte conscience de groupe, d'identité de groupe existait. Dans les siècles récents, le développement de la conscience et l'individualisation a renforcé l'éthique individuelle de l'élite qui a grandi. Et cela produit des membres toujours plus nombreux de personnes par rapport à la responsabilité de groupes anonymes originels, et cela les a conduits au niveau de la responsabilité morale individuelle. Cependant, la plus haute obligation est toujours restée l'acceptation des valeurs collectives canonisées. Dans le pôle opposé de cette tendance vers l'individualité, nous trouvons le processus de recollectivisation des temps modernes, qui est venu en résultat de l'expansion qui ne s'était jamais produite auparavant de l'espèce Homo sapiens durant les derniers siècles. La recollectivisation a conduit à la désintégration des groupes traditionnels. Du point de vue de l'ancienne éthique, les masses sont par nature inférieures. Elles tendent à revenir vers une identité de groupe primitive
qui met en jeu, qui ne met plus en jeu la responsabilité individuelle, c'est-à-dire qu'elle se comporte de façon ataviste et régressive, alors qu'en même temps, elles elles ne sont pas incluses dans une forme de groupe de responsabilité de groupe non plus. Dans ce contexte du process de recollectivisation, des agrégats de plus en plus larges de personnes tombent en dessous du standard collectif de l'élite et, et les demandes de l'ancienne éthique sont violées. Plus une masse de personnes est grande, plus est bas la loi nécessaire doit être le niveau moyen de la conscience, de la culture et de la moralité. Le résultat du point de vue de la croissance est la croissance d'une classe de personnes de plus en plus grande qui échouent à atteindre le standard défini par l'élite et qui par conséquent sont considérées comme antisociales, inférieures, dépravées et criminelles. Les efforts faits par cette classe pour supprimer ou réprimer leurs tendances incompatibles provoquent une activation du côté inconscient négatif à la fois chez l'individu et le groupe. Le résultat est une différence grandissante entre le niveau moral de l'individuel et l'éthique du collectif. L'accumulation de contenus réprimés dans le collectif recollectivisé menace de désintégrer l'ancienne éthique judéo-chrétienne et le nihilisme et les mouvements matérialistes qui résultent de cette crise tendent en réalité à détruire la croyance même en la responsabilité individuelle. La scission grandissante entre l'esprit conscient de l'homme de masse et son nombre réprimé conduit tout d'abord au niveau de la persona et conduit à la persona et à cacher la différence entre ce qui est réellement atteint et ce qui est demandé par l'ancienne éthique. Et cela devient connu sous la forme de l'hypocrisie et du mensonge du XIXe siècle et plus particulièrement de l'âge victorien. Si cependant la distance entre la nature et les demandes de l'éthique de l'élite devient trop large, même la pseudo-solution d'identification consciente avec les valeurs du collectif devient impossible. Au cours des siècles précédents, ce destin a été en réalité vécu chez un nombre de plus en plus grand d'individus. Ces personnes, plutôt d'êtres humains, ces personnes dont la constitution psychologique était incompatible avec l'éthique de l'élite, ces personnes très souvent possèdent une psychologie qui aurait été normale au siècle précédent et dont le niveau de conscience échoue à correspondre à l'époque historique dans laquelle ils vivent. De tels cas d'atavisme sont seulement des exemples extrêmes de la différence de développement que nous trouvons chez l'homme moderne. Cela trahit de plusieurs façons, par exemple,
Cela se trahit de plusieurs façons, par exemple chez un technologiste qui vit dans le présent en tant que philosophe de la période des Lumières, en tant qu'homme de foi dans le Moyen Âge et chez le combattant de guerre dans l'Antiquité. Tout cela sans être le moins du monde conscient de cela et où certaines attitudes partielles se contredisent les unes les autres. À cette étape du conflit, il est nécessaire d'exposer l'idée erronée de l'égalité entre les hommes. Comme nous l'avons vu du point de vue psychologique. En même temps, cependant, le noyau de vérité caché dans cette erreur peut être gardé contre toute possible mécompréhension. Le noyau de vérité est dans l'idée d'une égalité de l'homme à avoir avec l'égalité dans la nature humaine. Nous sommes juste en train de commencer à comprendre ce que c'est que cette identité de la nature humaine dans son niveau le plus profond qui a ses racines dans l'inconscient collectif. L'inconscient collectif reçoit toutes les réactions identiques et originelles de l'espèce Homo sapiens. Il est ce qui fait que l'homme est l'homme, en contraste avec les autres espèces animales. La continuité de l'identité de l'homme, des réactions primaires de l'homme, comme elles sont révélées dans les instincts et les archétypes, est corrélée avec la structure de son système psychophysique dans cette tension entre les pôles opposés de son système nerveux autonome et cérébrospinal. En contraste avec cette identité de structure au niveau le plus profond, cependant, nous trouvons l'inégalité la plus marquée de structure au niveau de l'esprit conscient. Cette inégalité est observable non seulement entre les races, mais aussi entre les tribus, les familles et les individus. C'est un fait que des différences constitutionnelles dans la capacité pour le développement en général et pour le développement de la conscience en particulier peut cacher une différence extrême. L'hérédité et l'entraînement, les influences collectives, l'hérédité et l'éducation, les influences collectives et le tempérament individuel sont ici mêlés dans un jeu complexe d'affinités et d'opposition. Et cependant, pour prévenir toute mauvaise interprétation, il doit être reconnu que, plus particulièrement dans l'ère de l'injustice sociale, le principe de l'égalité de l'homme fournit une base pour affirmer le droit de l'individu à un développement personnel et pour demander que les obstacles placés sur le chemin du développement par des circonstances externes injustes soient éliminés une bonne fois pour toutes. Il est certain que un ordre social juste basé sur l'égalité de l'homme peut rendre possible des élites de plus en plus larges, que des élites de plus en plus larges se développent depuis les grandes masses de l'humanité.
mais cela ne doit en aucun cas nous empêcher de comprendre que les êtres humains sont inégaux et que la recollectivisation moderne exacerbe la scission entre l'élite et un nombre de plus en plus grand de personnes qui sont incapables de répondre aux exigences de l'élite et qui se trouvent très éloignées d'elle. Les demandes excessives faites par l'élite au collectif et le blocage qui en résulte de l'ombre réprimée dans l'inconscient est un problème extrêmement moderne et nouveau, un problème éthique extrêmement moderne et nouveau. Nous sommes en fait témoins de l'émergence d'une éthique qui ne considère plus l'attitude éthique et les décisions de l'individu en isolation, mais qui n'évalue pas simplement l'alignement conscient de l'individu, mais qui prend aussi en compte l'effet de l'alignement du collectif et qui inclut la situation de l'inconscient dans un diagnostic moral complet. Nous avons parlé d'une nouvelle éthique collective. Nous ne voulons pas dire, bien sûr, que ces tendances régressives sont observables aujourd'hui, et qui constituent l'éthique collective de l'homme primitif et qui tentent de détruire la responsabilité individuelle. Je vais recommencer la phrase. Quand nous parlons d'une nouvelle éthique collective, nous ne voulons pas bien sûr parler de ces tendances régressives qui sont observables aujourd'hui et qui constituent l'éthique collective de l'homme primitif qui tente de détruire la responsabilité individuelle. Au contraire, nous voulons dire que le développement éthique progressif de l'individu doit aussi prendre en considération l'effet de son attitude éthique sur le collectif. Côte à côte avec la responsabilité devant Dieu qui contraint l'individu à obéir à la voix, nous devons placer la responsabilité devant la communauté. Cette responsabilité n'est plus confinée comme elle l'était à la tâche, n'est plus restreinte comme elle l'était à la tâche de convertir l'éthique de la voix, qui est engageante, qui a autorité sur l'individu, en une éthique générale par le moyen législatif. L'individu n'est plus responsable pour lui-même seulement et pour son propre succès à réussir à obéir à ses propres demandes éthiques, mais doit, autant qu'il peut généraliser son attitude, il doit aussi admettre sa responsabilité pour ses répercussions inconscientes sur les autres personnes qui peuvent être à un niveau intellectuel, humain et éthique inférieur à lui-même. En résultat, nous avons une éthique qui a le caractère relativiste et hiérarchique qui rend justice à une individualisation avancée de l'homme moderne et qui marque une tendance à des variations dans le type. Le but est d'éviter une scission psychique la scission psychique caractéristique de l'ancienne éthique et ainsi d'éliminer la cause principale de nombreux cas individuels de maladies mentales
et de développement pathologique. En même temps, cela peut avoir pour effet de supprimer un ancien élément crucial de la masse qui est les éruptions épidémiques de l'ombre de la nature humaine. Une large part de cet arrière-plan de la nouvelle éthique, et nombreux sont les individus, et nombreux et grand nombre de ces individus, de ces caractéristiques individuelles sont déjà en train d'émerger et deviennent clairement visibles à travers le portrait complet qui doit toujours être complété. Cependant, alors que nous dirigeons vers ce sujet, nous devons répéter sous forme résumée nos conclusions à propos de l'ancienne éthique. Psychologiquement parlant, l'ancienne éthique est une éthique partielle. Elle est une éthique de l'attitude consciente et elle échoue à prendre en considération et à évaluer les tendances et effets de l'inconscient. Elle est particulièrement représentée par le texte de saint Augustin, dans lequel le saint remercie Dieu parce qu'il n'est pas responsable de ses propres rêves. L'ancienne éthique demande la suppression et le sacrifice. Et en principe, elle admet aussi la répression, c'est-à-dire elle ne considère pas la condition de la psyché ou de la personnalité totale, mais se contente de l'attitude éthique de l'esprit conscient, un système partiel dans la personnalité. En termes du collectif, elle encourage une forme illusoire d'éthique orientée seulement vers une action de l'ego et de l'esprit conscient. C'est en réalité une dangereuse illusion. Dans la vie sociale du groupe et dans le collectif, cela conduit à un phénomène compensatoire négatif dans lequel l'ombre qui est réprimée et supprimée agit. Dans la vie de la communauté, cela prend la forme de la psychologie du bouc émissaire et dans les relations internationales, cela apparaît sous la forme de ces épidémies de masse atavistes, de réactions de masse atavistes que nous connaissons en tant que guerre. L'ancienne éthique ne s'est pas seulement prouvée non adaptée en tant que solution au problème moral le plus pressant de l'homme moderne, mais aussi elle le confronte avec un hasard additionnel dû à la tendance à la scission intérieure qui provient de cette conception dualiste du monde et de ses valeurs. L'éthique partielle est une éthique individuelle puisqu'elle n'accepte pas de responsabilité pour les réactions inconscientes du groupe et du collectif. C'est pour cela que l'ancienne éthique n'est pas adaptée. La relation compensatoire entre le conscient et l'inconscient qui échoue à prendre en compte la relation compensatoire entre le conscient et l'inconscient qu'il échoue à prendre en compte se révèle être une cause majeure de la crise contemporaine dans les affaires humaines et en réalité, c'est le problème crucial éthique de notre temps. L'éthique demande que la responsabilité soit acceptée même pour les processus inconscients qui sont dérivés de la situation psychologique problématique de l'homme moderne en tant qu'individu. Même dans ces termes du collectif, cependant, le même problème
se produit en premier plan puisqu'aucune élite ne peut imposer son éthique sur les masses sans, euh, sans subir une catastrophe résultante. Chez l'homme moderne, le processus de recollectivisation et son opposé, l'individualisation, ont conduit à de grandes différences au niveau éthique et cela a conduit à son tour à une intensification de la tension psychique à la fois chez l'individu et le collectif, que cette situation requiert comme solution un nouveau développement de la conscience et une nouvelle éthique.